Et bonjour. Alors, la vidéo que je vous propose là, elle reprend un article que j'ai réalisé pendant l'été, et c'est un sujet autour du quadrilatère de Krukenau. Alors, le quadrilatère de Krukenau, c'est un rectangle de pierre qui est constitué donc à l'époque du néolithique, hein, dans les environs de Carnac, dans le golfe du Morbihan. Et donc, c'est un rectangle de pierre très particulier parce que c'est le seul encore en place dans la région. Et évidemment, c'est un rectangle avec des proportions particulières, des dimensions particulières, une orientation particulière qui fait que l'on peut comprendre des principes astronomiques, des principes de métrologie, des principes de mathématiques, de géométrie. Bref, quand on étudie ce monument, on a une autre vision du monde mégalithique qui serait constitué de tribus primitives, érigeant des pierres pour adorer des principes sans la moindre connaissance, uniquement basés sur des croyances, et érigeant des tombeaux pour y enterrer des rois mégalos, désireux de montrer leur puissance. Et donc ce quadrilatère, il est l'objet d'attaques de la part des archéologues. Et donc ce sujet que je fais là est très important et je vais vraiment vous inviter à partager cette vidéo parce qu'on est en train de vous voler de la connaissance de qui nous sommes vraiment et d'où nous venons. En effet, pendant l'été, au début d'été, au mois de juin, j'ai vu passer un petit article sur Facebook, sur la page Mégalithe, écrit par, je crois, un certain Cyril Chagnot, qui, avec d'autres universitaires de Nantes, notamment Serge Cassen, ont décidé de publier un article expliquant dans un livre que le quadrilatère de Krukenau était factice et qu'il s'agissait d'une reconstitution biaisée de Félix Gaillard pour asseoir ses théories astronomiques. Globalement, ces gens-là veulent effacer le quadrilatère de Krukenau. Et évidemment, ils veulent le faire sans l'ombre d'une preuve, en s'appuyant sur des indices qu'ils ont choisis. Donc c'est un travail qui n'est pas du tout scientifique. Pour moi, c'est un travail digne de ce qu'aurait fait l'Église hein, à une époque pour effacer les preuves dérangeantes. Et pourtant, ce sont des scientifiques qui se trouveraient là-haut. Alors, leur article, le premier argument qu'ils ont exposé dans ce petit article, c'était de dire que Félix Gaillard, dans les années 1890, a restauré ce quadrilatère, dont un certain nombre de pierres étaient couchées. Il l'a restauré pour que ça colle à ses théories astronomiques. Et donc, ce premier argument est faux. Parce que je possède le livre de Félix Gaillard, qui a été réédité notamment par la SEM, donc, donc l'équipe de Howard Crowhurst. Et dans ce livre, on a ce qui est expliqué par Félix Gaillard. Et Félix Gaillard ne donne pas du tout la version annoncée. Je crois qu'à la page 124 de son livre, on a la conclusion, on a les références où il parle effectivement de ce qu'il a observé. Il a observé qu'une seule chose, c'est que globalement, les mégalithes étaient orientés, enfin les dolmens étaient plutôt orientés avec des ouvertures en direction des solstices d'été et d'hiver. C'est ce qu'on peut apercevoir sur ce schéma par exemple. Ensuite, il dit quelque chose quand même d'intéressant. Voilà ce qu'il dit à la page 129, dans la conclusion qu'il fait sur l'astronomie préhistorique, à propos des mégalithes. Il ne s'agit nullement, dans les monuments mégalithiques, d'un calendrier quelconque de calcul astronomique que ne pouvaient faire les constructeurs préhistoriques. Je vous la relis, hein, à messieurs Chagnot et Cassel et compagnie. Félix Gaillard a écrit dans son livre, page 129, « Il ne s'agit nullement, dans les monuments mégalithiques, d'un calendrier quelconque de calcul astronomique que ne pouvaient faire les constructeurs préhistoriques. » Félix Gaillard n'a aucune théorie astronomique et n'a absolument pas utilisé le quadrilatère de Krukenau pour asseoir une théorie puisqu'il n'en a pas. La seule chose qu'il dit, c'est que les dolmens semblent orientés majoritairement en direction des soleils levants, des solstices d'été et d'hiver, et il appuie cela par tout simplement de l'observation des orientations qu'il a référencées avec le nombre de dolmens référencés dans telle ou telle direction. Voilà, ça s'arrête là. Donc ce premier argument, visant à accuser Félix Gaillard de vouloir asseoir des théories astronomiques, s'avère faux. De plus, Félix Gaillard signale deux autres enceintes quadrilatères qu'il n'a pas restaurées, celle de Gosker et celle près du dolmen de Mané-Gros. Et donc ces deux enceintes, il aurait pu les restaurer aussi.
pour asseoir sa théorie. Or, il ne l'a pas fait. Il s'est contenté de celle de Crucuno. Donc vraiment, là, on est face, je pense, de la mauvaise science, quoi, hein, en termes d'argumentaire. Et le deuxième argument que vont avoir cette équipe, c'est de dire qu'ils ont retrouvé un plan, en fait c'est un schéma, un croquis, de Vickers en 1832. Et dans ce schéma, il y aurait un plan général de tous les alignements de Carnac, d'Erdeven, de tout le secteur en fait, et de toutes les pierres dressées, les dolmens, etc. Et donc c'est un schéma qui retrace, hein, si vous voulez, une carte générale des monuments. Mais c'est pas du tout une carte qui rentre dans le détail. Et dans cette carte, effectivement, au niveau de Crucuno, on ne voit pas un quadrilatère, on voit un ensemble de points qui symbolisent des pierres, mais on n'a aucune distinction entre pierre levée et pierre dressée. Et donc ils vont s'appuyer sur cette carte grossière et approximative de 1832 pour dire qu'il n'y avait pas de quadrilatère. Pourtant, en 1867, Lucas et Dryden vont faire, eux, un travail plus précis sur place. Ils vont se rendre sur place. Ils vont se rendre compte qu'il y a des pierres couchées, des pierres dressées. Et ils vont commencer à en faire l'inventaire. Et ils vont s'apercevoir que les pierres couchées et les pierres dressées marquent déjà 3 angles. C'est-à-dire que 3 pierres dressées sont toujours à leur place dans les angles du quadrilatère. Donc quand vous avez déjà 3 angles sur 4, vous pouvez retrouver la figure géométrique assez facilement. Et les autres pierres semblent coucher le long d'une ligne qui permettait de former un quadrilatère rectangulaire dont les proportions sont déjà celles de 3 par 4. C'est ce qu'on peut voir sur le plan de Lucas et Dryden. Ça, pareil, c'est quelque chose qui visiblement ne semble pas du tout intéresser les auteurs de cet article. Et Félix Gaillard, lui, quand il reprend le travail plus tard, eh bien, il signale qu'il a bien vu le plan, enfin les éléments de pierre tels que décrits par Lucas et Dryden, et il a redressé les pierres, il explique, qui sont toutes couchées sur le flanc, à plat. Et donc, il les redresse parce qu'il dit qu'elles peuvent tomber que d'un côté. Ce sont des pierres plates. Et donc, il les a redressées, forcément, parce qu'elles ne pouvaient pas tomber ailleurs. Contrairement, par exemple, à un poteau qui pourrait tomber dans toutes les directions, les pierres plates vont tomber d'un côté ou de l'autre de la ligne du quadrilatère. Et ça, c'est aussi un argument que les archéologues n'ont pas vu du tout. Si vous observez dans les secteurs de Quiberon et compagnie, de Carnac, les différents cromlechs qu'il y a dans la région, ils sont constitués de pierres qui sont des pierres à profil plat. Si vous voulez, ce sont comme des grandes dalles de pierre qu'on a dressées. Et ces grandes dalles de pierre servent à marquer les bords d'un cromlech, d'un quadrilatère ou l'œuvre du Mennec par exemple. Donc rien que ça, le profil des pierres est particulier, ce sont des pierres plates positionnées sur une ligne. Alors que dans les alignements, les pierres ne sont pas des pierres plates, ce sont des pierres plutôt de forme gros poteaux, des poteaux massifs posés dans le sol. Donc une simple observation permet déjà de différencier des pierres qui servent à construire un cromlech et des pierres qui servent à construire un système d'alignement. Et là, visiblement, ça, ils n'ont pas du tout percuté cette simple observation que des enfants d'école primaire auraient été capables de faire. Bien sûr, j'illustre tout ça au cours de la vidéo avec quelques éléments. Donc déjà, ce deuxième argument que j'amène là vient vraiment mettre à mal l'argumentation de ces scientifiques. Mais ça ne s'arrête pas là. Effectivement, le travail qu'ils ont effectué, ou la tentative pour effacer le monument, s'avère complètement bancal, puisque il faut savoir que dans les années 1890, quand le professeur Thom a restauré le quadrilatère, il l'a restauré tel qu'il l'a vu. Les 3 pierres d'angle toujours en place, et puis les pierres couchées par terre qu'il a redressées. Il a donc redressé un rectangle, et à cette époque-là, il ne connaissait pas les dimensions, et il signale seulement que le quadrilatère présente ses 4 côtés orientés sur des axes cardinaux. C'est tout. Et quelques 60 ans plus tard, le professeur Alexander Thom découvre en Écosse et en Grande-Bretagne l'existence d'une unité de mesure qui aurait été utilisée de manière assez harmonieuse dans les mégalithes et notamment les cromlechs. Il l'a appelé le yard mégalithique. À l'issue d'une centaine de mesures effectuées sur plusieurs cercles de pierre, donc en Écosse, en Grande-Bretagne, ce professeur avait découvert qu'il y avait une mesure de 82,9 cm qui était redondante et qui revenait pour soit en nombre entier dans les périmètres des cercles de pierre,
soit sur les diamètres. Et donc, voilà, le professeur Thom publie sa découverte en 1955. Il publiera par la suite d'autres articles. Il sera soutenu par d'autres scientifiques, des statisticiens, comme Kendall par exemple. Et même si son travail est contesté par un certain nombre d'archéologues qui utilisent à peu près les mêmes types d'arguments que ce que je vous présente là, hein, pour le contester, eh bien, il a fait cette découverte. Et cette découverte, lorsqu'il l'a fait, Félix Gaillard est mort depuis longtemps, et le quadrilatère est restauré depuis longtemps. Or, quand le professeur Thom vient dans les années 1970, c'est-à-dire près de 80 ans après Félix Gaillard, il se rend à Crocuno, il mesure le quadrilatère et constate que celui-ci est un rectangle de proportion 30 par 40 yards mégalithiques. C'est un constat qu'il fait. Son plan qu'il réalise a été vérifié en 2014 par l'ESCOP avec un laser 3D. Et l'ESCOP confirme que le plan de Félix Gaillard et le plan d'Alexander Thom est fidèle à ce qu'il y a actuellement. Et donc vous comprenez le problème. Si Félix Gaillard a restauré quelque chose qu'il aurait inventé, comment aurait-il pu inventer une découverte qui sera faite 80 ans plus tard par le professeur Thom? Donc ça montre vraiment que la restauration du professeur Thom, pardon, la découverte du professeur Thom, le yard mégalithique, est authentique, que la restauration de Félix Gaillard est également authentique. Et ça, nos chers archéologues, ils ont un peu fermé les yeux là-dessus. Ça commence à faire beaucoup, hein. Mais c'est pas tout. Vous avez compris qu'un rectangle de proportion 3 par 4, eh bien, c'est une figure géométrique particulière. C'est parce que la diagonale du coup de ce rectangle vaut 5 unités. C'est ce qu'on appelle c'est l'utilisation de deux triangles de Pythagore qui sont mis en quinconce et qui forment ce rectangle. Et les solstices d'été et d'hiver, en fait, se font dans les diagonales de ce quadrilatère. Donc c'est une propriété particulière. Et donc on comprend à travers ce quadrilatère toute une science dissimulée dans les mégalithes. Et cette science-là, elle est refusée par une communauté d'historiens et d'archéologues assez nombreuses qui refusent cette découverte, qui refusent les faits, et qui préfèrent, au lieu d'aller faire des fouilles sur place, hein, pour vérifier leur théorie, pour vérifier que c'est juste une restitution, ils pourraient faire des fouilles, aller contrôler, découvrir toutes les pierres qui auraient disparu. Non, non, ils préfèrent, à partir d'un simple croquis assez approximatif, ranger le dossier. Surtout, ne pas voir. Et donc, en plus de ça, il se trouve qu'il y a un autre quadrilatère en tête des alignements du Mennec, ce qui est très fréquent, en tête de la plupart des alignements dans le Morbihan. Donc c'est le cas à Quiberon, c'est le cas à Kermarillo, c'était le cas à Sainte-Barbe, c'est le cas au Mennec. Il y a en tête des alignements, avant qu'on démarre les longues files de pierre, il y a un cromlech, sous forme d'œuf, sous forme de cercle, sous forme, voilà, des formes géométriques variables. Donc ça, c'est une constante. Et il se trouve que entre le quadrilatère de Crocuno et celui du Mennec à Carnac, Howard Crowhurst a déjà publié une information depuis un petit moment, c'est que ces deux quadrilatères sont reliés par un triangle 3, 4, 5. C'est-à-dire ils sont reliés par un rectangle similaire à celui de Crocuno. Regardons cela avec Google Earth. Ici, on est au-dessus du quadrilatère de Crocuno. On va donc positionner un fil au centre du quadrilatère. Et on va mesurer l'angle jusqu'au quadrilatère du Mennec à un peu plus de 4 km et demi. Donc voici les alignements du Mennec. On voit bien les fils de pierre ici qui avancent en direction de l'est. Et en tête des alignements se trouve l'œuf du Mennec. Donc l'œuf du Mennec, on voit bien les pierres ici, ce qu'il en reste, qui sont matérialisées ici. Après ici, il manque des pierres. Et bien quand je viens poser mon fil au centre de l'œuf du Mennec, vous pouvez lire un angle de 143,13 degrés. Et bien cet angle-là, c'est exactement l'angle du triangle 3, 4, 5. Et dont la diagonale, en fait, vient relier les deux. De plus, l'œuf du Mennec, sa forme d'œuf, est orientée en direction du quadrilatère de Crocuno. Et je rajoute pour finir que le professeur Thom a découvert que la géométrie de l'œuf du Mennec est constituée de deux triangles de Pythagore 3, 4, 5. Donc en fait, on retrouve, hein, si vous voulez, quand vous avez des faits comme ça qui sont observables, visibles, réels, comment voulez-vous nier des faits pareils, les considérer comme étant n'existant pas? Et ça j'appelle pas ça de la science. C'est ce qu'aurait fait l'Église à une époque. On aurait mis sous le tapis, on aurait étouffé les preuves, et c'est ce que sont en train de faire
des archéologues qui publient une sorte de communiqué expliquant que Crucuno n'existait pas. Donc je pense qu'il ne faut pas se laisser faire, il faut qu'on avance les arguments, et je vous invite à partager ce travail, cette vidéo que j'ai fait, partager l'article également, parce que j'ai écrit un article dessus, et carrément leur envoyer, n'hésitez pas à leur envoyer l'information en disant que ce qu'ils proposent ne tient pas la route au vu des arguments que j'ai exposés ici, mais d'autres arguments viennent, évidemment, on ne dévoile pas toutes les cartes maintenant, nous avons un certain nombre d'autres arguments pour justifier l'existence réelle de ce quadrilatère, et Howard Crowell a des choses à dire et il les dira en temps voulu. Voilà, donc je ne vais pas dévoiler en tout cas les choses qu'il a déjà prévu de dévoiler un jour, mais il en sait suffisamment aussi. Et donc voilà, je vous invite à soutenir Crucuno, quand même, parce que c'est la connaissance qui est en train de disparaître, qu'on est en train de vous voler. Voilà, je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter cette vidéo. Et n'hésitez pas à partager l'information, l'article surtout, et à conserver cette information aussi, parce qu'on ne sait jamais, maintenant Crucuno, si jamais Crucuno n'est plus reconnu monument historique, il peut être détruit à tout moment pour construire un supermarché, enfin ce que vous voulez. Donc voilà, il faut préserver la connaissance fondamentale héritée du fond des âges. Je le dis souvent, c'est un message de la nuit des temps, c'est pour ça que j'ai appelé mon site comme ça, Message de la nuit des temps. C'est en référence au livre de Barjavel, Le Code de la nuit des temps, peut-être que vous avez remarqué cela. Bien, je vous remercie, et puis je vous donne rendez-vous pour une autre petite vidéo à la première occasion possible. Merci et à bientôt.